Bonjour, c'est vraiment pour moi un plaisir d'avoir la possibilité de compter sur la présence de la pénaliste française Mireille Delmas-Marty, qui est venue ici afin de recevoir un prix très important de la Société internationale de défense sociale. Cet après-midi, elle va en fait recevoir la médaille Cesare Beccaria dans la Chambre des députés. Mireille Delmas-Marty est l'auteur de pièces si importantes telles que la trilogie Les forces imaginons du droit. En plus, elle est la directrice d'une œuvre formidable qui s'appelle Le chemin de l'harmonisation pénale, où elle essaye de raconter les processus d'intégration internationale et européenne d'une façon très originelle. Pour réaliser cet ouvrage, elle a compté sur la collaboration de différents professeurs procédant des universités étrangères tels que Stefano Manacorda de l'Italie, Ulrich Sieber de l'Allemagne ou même le professeur Luis Arroyo Zapatero de l'Université de Castilla-La Mancha. C'est à propos de ce livre que j'aimerais bien vous poser quelques questions, notamment sur la théorie des trois R. Cohérence, complétude et complexité des systèmes. Comment êtes-vous arrivé à l'idée de transposer une théorie mathématique au monde juridique? D'où vient cette idée? Vient-elle de votre dernière étape à la Sorbonne, dans laquelle vous avez eu de fortes connexions au rapport avec des spécialistes d'autres disciplines, ou vient-elle plutôt de votre passage par l'École de France? Merci de me poser cette question parce que moi-même, ça m'oblige à réfléchir sur la manière dont je fonctionne. En réalité, l'idée de ce que j'ai appelé la théorie, mais aussi la tragédie des 3 C, elle est venue un peu par hasard parce que je travaille sur l'internationalisation du droit en général, pas seulement du droit pénal, et j'ai travaillé beaucoup sur les problèmes liés à l'Internet. Et en lisant des articles à propos de l'Internet, je suis tombée sur un article parlant des 3 C. Alors c'était un article qui n'est pas écrit par un juriste, qui est écrit par un spécialiste de la théorie des systèmes. Et c'est une théorie qui aide à comprendre la difficulté à penser les systèmes complexes. Or, le droit, en général, et le droit pénal en particulier, est devenu de plus en plus complexe, avec l'intégration européenne, avec la justice pénale mondiale. Alors cette théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Les 3 C, c'est, vous l'avez rappelé, la complexité, la complétude et la cohérence. La complétude, c'est l'enchaînement hiérarchique des normes pour le juriste. La cohérence, c'est la légitimité, les valeurs sous-jacentes qui soutiennent les systèmes de droit. Et la complexité, c'est un mécanisme d'engendrement des normes par interaction, c'est-à-dire pas seulement un engendrement hiérarchique, mais par échanges horizontaux. C'est un engendrement qui amène à des systèmes très évolutifs. Donc je dirais la complexité, c'est à la fois le caractère interactif et le caractère évolutif. Alors, la théorie, ou plutôt la tragédie des 3 C, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir les 3 au même niveau. Plus un système devient complexe, plus il est difficile de maintenir la cohérence et la complétude. La cohérence, c'est gênant de ne pas pouvoir la maintenir à une époque où on sait que les valeurs sont très menacées. L'universalisme des droits de l'homme est remis en question. La complétude, c'est gênant aussi de ne pas la maintenir parce qu'au fond, c'est l'engendrement qui est hiérarchique et qui garantit par le formalisme juridique ce que nous appelons la sécurité juridique. En même temps, comment se débarrasser de la complexité? C'est pas possible, ou tout au moins ce serait possible uniquement si on allait vers une internationalisation du droit de type hégémonique. Là, les choses redeviennent simples. On prend un système juridique, celui du pays le plus puissant, et on l'impose au reste du monde. Là, on a une harmonisation extrêmement simple, et on peut garantir la complétude et la cohérence, mais peut-être pas celle qu'on voudrait. Si on préfère, et je pense qu'en Europe notamment c'est le cas, une harmonisation pluraliste,
dans laquelle aucun système n'est prédominant, dans laquelle chaque tradition a sa place, alors on a besoin de la complexité. La complexité, c'est le prix à payer pour le pluralisme. Mais du coup, on perd un peu de cohérence, on perd un peu de complétude, et il faut l'accepter, mais en même temps, il ne faut pas se résigner, il faut essayer de trouver des réponses à cela. Donc voilà une longue réponse, tentative de réponse à votre belle question. Maintenant, je voulais changer le sujet pour parler de vos forts rapports avec la Chine. Vous avez toujours été intéressé par la Chine et par les droits de l'homme. Alors, je me demande quels sont les nouveaux défis dans ces domaines qu'on doit affronter. Chine et droits de l'homme, c'est une question difficile et c'est une forte tension, comme chacun le sait à l'heure actuelle. En même temps, moi je vois les droits de l'homme moins comme des concepts fixes, comme des fondations, comme des socles, que comme des processus de transformation. À partir du moment où la Chine a signé les 2 pactes des Nations Unies sur les droits de l'homme, à partir du moment où elle a même ratifié l'un des 2 pactes, le pacte sur les droits économiques, culturels et sociaux, il y a une sorte de processus de transformation qui s'est mis en place et dont témoignent des petites avancées qui ne garantissent pas une situation parfaitement satisfaisante, mais qui montrent un mouvement en cours. Par exemple, en 2004, les mots droits de l'homme ont été introduits dans la constitution chinoise, alors que 20 ans plus tôt, c'était des mots interdits, des mots tabous. Ils figurent maintenant dans la Constitution. De même, en 2004, a-t-on introduit le droit de propriété dans un pays qui se veut socialiste dans le sens le plus fort du terme depuis l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir. Ça veut dire quelque chose. Inscrire un droit à la propriété qui soit pas seulement la propriété publique, mais la propriété privée. Et puis, on voit aussi des évolutions dans le droit pénal et dans la procédure pénale. La peine de mort n'a pas été abolie, elle est même très utilisée, mais il y a une discussion maintenant chez les pénalistes. Il y a un courant qui est peut-être pas tout à fait abolitionniste, mais qui cherche à réduire l'usage de la peine de mort, à limiter les crimes punissables de la peine de mort. En matière de torture, on sait que c'est une question très sensible pour les droits de l'homme. Eh bien, il y a également des efforts. Il y a un crime dans le code pénal quand un fonctionnaire utilise la torture pour obtenir des aveux. Alors, c'est un crime qui n'est pas toujours poursuivi, qui n'est pas toujours appliqué, la sanction n'est pas toujours exécutée, mais au moins, il existe. Et là encore, il y a débat sur les manières de mieux respecter la dignité, car l'interdit de la torture, c'est la protection de la dignité de chaque être humain. Donc il y a une sorte de mécanisme de transformation, de mouvement, de processus de transformation qui est en cours, et c'est un des thèmes qui m'intéresse beaucoup quand je travaille avec les juristes chinois. Ok, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions et je voudrais vous remercier par cet entretien et vous féliciter de votre médaille. Merci. Merci à vous.